vous a coûté votre dernier plein? Là, 153 € ce matin. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait mal. Au lieu de 100. 105 € à chaque fois, quoi. Selon le dernier relevé de l'Union française des industries pétrolières, une moyenne de 2,20 € le litre. Maintenant, le gazole, on frôle ou on atteint 2 € le litre de samplon 95. Nous sommes pas loin d'être en crise énergétique concernant le carburant. Le litre a largement dépassé la moyenne des 2 €, qu'importe le carburant demandé ou utilisé. Et ce chiffre, il est alarmant puisque 80% des Français se déclarent étant dépendants de leur voiture pour aller travailler. Pire encore, le carburant représenterait en moyenne 25% des dépenses totales des ménages français. C'est énorme. Alors, poser des constats, c'est bien utile, mais moi, je vais vous trouver des solutions pour que vous puissiez économiser sur votre facture de carburant en vous proposant 5 étapes de la plus rapide à la plus structurante pour réduire votre facture d'énergie quand il s'agit de vous déplacer en voiture. Alors attention, bien évidemment, cette vidéo s'adresse à ceux qui sont dépendants de leur voiture pour aller travailler. Aussi, on pourrait croire que les possesseurs de voitures électriques ne sont pas concernés par cette vidéo. Eh bien, un petit peu. J'y reviens juste après. En attendant, comme d'habitude, je vais rapidement vous demander de liker la vidéo, de la partager, de la booster pour que cette chaîne puisse continuer d'exister et que je puisse continuer à vous faire ce genre de contenu. Allez, sans plus tarder, on est parti. La première étape, ce sont des séries d'actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour réduire votre consommation et donc réduire votre facture de carburant. Et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer l'éco-conduite. L'éco-conduite, on me l'a pas appris à l'auto-école. Et oui, je suis vieux comme ça. Pourtant, c'est une notion que j'ai pu développer au fur et à mesure de mon parcours d'automobiliste avec différentes énergies, notamment les voitures hybrides. Mais l'éco-conduite, ça ne s'applique pas qu'aux véhicules électrifiés. Si vous êtes possesseur de diesel ou d'essence pure thermique, 100% thermique, vous pouvez aussi y participer. Dans un premier temps, il faudra faire preuve d'un maximum d'anticipation sur la route. Vous levez le pied le plus tôt possible et vous évitez un maximum les freinages brusques et intempestifs. Ça vous permettra de mieux gérer votre allure et de perdre le moins de vitesse possible. Et si on perd moins de vitesse, on réaccélère moins. Et si on réaccélère moins, on consomme moins de carburant. Ensuite, si vous êtes en boîte manuelle, passez les rapports au bon régime moteur. 2000 tours minute maximum pour un véhicule essence, 1500 tours minute pour un véhicule diesel. Aussi, si vous n'êtes pas un conducteur de base pressé, je vous invite vraiment vivement à réduire votre vitesse sur les portions rapides de route. Vous pouvez rouler à 10 km/h, voire même 20 km/h en dessous de la limite quand il s'agit de l'autoroute à 130. Ça vous fait pas mal d'économies. On parle notamment de 20% d'économie de carburant en roulant à 110 km/h plutôt que 130 km/h. Sur route nationale, vous pouvez rouler à 80 au lieu de 90 et sur voie rapide en 2x2, 100 km/h au lieu de 110. Moi, je le fais, ça marche plutôt bien. Enfin, la dernière chose que vous pouvez faire là, maintenant, sans avoir besoin d'investir ou d'aller dans un garage ou dans votre garage, c'est de rouler les fenêtres ouvertes lorsque vous êtes en ville. Le beau temps commence à revenir et on aura tendance à remettre la climatisation de manière intempestive dès que les températures augmentent. Non, ce que je vous conseille de faire, c'est de rouler les vitres ouvertes. Certes, ça fait plus de bruit. Et la climatisation, vous pouvez l'activer lorsque vous dépassez notamment les 70 km/h. Là, ça sera plus économique. À partir d'une certaine vitesse, rouler les vitres ouvertes vous fera consommer plus de carburant, parce que vous êtes moins aérodynamique. Donc voilà, ce sont les choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Dès que vous quittez cette vidéo et que vous rentrez chez vous en voiture, faites-le. Mettez votre moyenne à 0 et regardez la consommation que ça vous donne par rapport à ce que vous faites d'habitude lorsque vous rentrez chez vous. Dites-le moi en commentaire, normalement ça doit marcher. La deuxième série de conseils que j'ai à vous donner, ça devient légèrement plus structurel parce que là, il va falloir intervenir un minimum sur votre voiture. Et oui, il va falloir aller un petit peu regarder ce qui se passe au niveau des pneus et notamment du moteur. Et j'ai parlé des pneus en premier puisque oui, les pneus ont une incidence primordial sur votre consommation en automobile, que ce soit en électrique ou en thermique. Il va donc vous falloir vérifier très régulièrement la pression de vos pneus, au moins une fois par mois, à froid, en respectant les préconisations de votre constructeur. Alors oui, c'est un petit peu agaçant d'aller payer 1 ou 2 € en station pour aller vérifier la pression de ces pneus et de les regonfler, mais croyez-moi, un pneu qui roule sous-gonflé, ça peut vous coûter bien plus qu'1 € ou 2 €, parce que déjà d'une, ça vous met en danger, mais oui, de deux, ça vous fait consommer beaucoup plus de carburant. À la limite, vous pouvez acheter un petit gonfleur électrique, un petit compresseur qui vous permettra de regonfler vos pneus régulièrement. Aussi, je vous conseille d'équiper votre voiture de pneus qui correspondent à la saison dans laquelle vous vous trouvez, parce que les pneus 4 saisons, c'est pas mal, mais des pneus été, lorsque les températures sont hautes, seront plus efficaces et inversement avec les pneus hiver. Le seuil d'efficacité entre les pneus hiver et été se trouve généralement autour des 8 degrés. Au niveau du moteur, c'est simple, il faudra vérifier votre huile moteur assez régulièrement. Vérifier qu'elle n'est pas trop sombre, pas trop sale, pas trop noire et qu'elle puisse être la plus claire possible. Il faut respecter vos préconisations de vidange, c'est le plus important pour avoir une consommation qui est basse parce qu'une huile qui est sale, c'est un moteur qui est moins lubrifié, qui fait plus d'efforts et qui donc, vous l'avez deviné,
consomme plus. Et en troisième série de conseils, ça va commencer à piquer un peu plus parce que je vais vous demander de repenser un tout petit peu vos trajets. Alors attention, je ne vais pas vous dire de prendre les transports, même si dans le cas où c'est possible pour vous, je vous conseille de les prendre. Moi, pour ma part, par exemple, je n'ai plus de voiture personnelle et pour exercer mon métier, qui est de youtubeur auto qui essaie des voitures, je vais chercher des voitures à tester en transport. C'est véridique. J'ai plus de voiture. Je vous le jure, j'ai plus de voiture. Mais pour vous qui êtes dépendant d'autres voitures, parce que je m'adresse à des gens qui sont dépendants de leur voiture, bien entendu, pensez covoiturage dans un premier temps et regroupez vos trajets. Bon, vous savez tous à quoi correspond le covoiturage, c'est de partager avec vos voisins ou votre communauté des trajets en commun pour diviser les frais de trajets liés à vos déplacements professionnels et personnels. Le covoiturage, on ne faisait que parler de ça à un moment, je crois que ça correspondait plus ou moins au Covid avec l'essor du télétravail, et aujourd'hui, je trouve qu'on en parle un petit peu moins. Et moi, lorsque je prends la route, parce que je roule souvent en Île-de-France, quand je suis en train de ramener les véhicules des parcs presse, je vois souvent des gens qui sont tout seuls dans leur voiture. Alors qu'en partageant ces frais, on pourrait faire pas mal d'économies sur nos dépenses de carburant ou d'électricité pour aller au boulot, hein. C'est pareil pour les électriques. Donc inscrivez-vous sur les plateformes de covoiturage comme Blablacar Daily par exemple, ou si vous travaillez dans une communauté d'agglomération ou une collectivité territoriale, demandez à vos collègues par exemple de mairie, généralement vous allez trouver des gens qui habitent près de chez vous. Oui, moi ça m'est arrivé il y a 5-6 ans, et c'était pas mal niveau économie. Ensuite, je vais vous conseiller de regrouper vos trajets de manière plus optimale. C'est-à-dire que si vous avez 3 trajets différents à faire dans la même journée, regardez si vous ne pouvez pas les faire au même moment. Parce que chaque trajet, notamment en thermique, implique une surconsommation le temps que le moteur chauffe. Donc si possible, essayez de regrouper vos trajets en un seul. Ça vous permettra de faire aussi pas mal d'économies en évitant au moteur de s'éteindre et de se rallumer à répétition. Et précédemment, je parlais de télétravail. Si vous êtes dépendant de votre voiture pour aller bosser et que vous avez droit à une journée de télétravail ou deux, profitez-en un maximum. Mais je ne pense pas que vous ayez besoin de moi pour savoir ce conseil-là, si c'est possible. Je m'excuse pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler, j'essaie de m'adresser au plus grand monde. Et enfin, pour faire le maximum d'économies, pensez aux applications qui vont recenser vos stations-service près de chez vous. Je pense notamment à l'application Gasoil Now, qui est gratuite et qui référence toutes les stations-service autour de vous. Vous pouvez les trier par prix, par distance, par pertinence, par carburant, ça aide pas mal. Et au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas moi c'est le cas au moment où je l'écris, où je la filme, il se peut qu'il y ait des pénuries de carburant autour de chez vous. Avec une application, vous pouvez les anticiper et éviter de vous déplacer pour rien et donc de consommer du carburant en cherchant une station qui en sert. Et enfin, le dernier conseil que j'étais pas forcément sûr de mettre dans cette série de conseils, le troisième, ça doit être de challenger vos assurances. Si ça fait longtemps que vous êtes chez votre assureur, essayez de le challenger un peu au niveau des prix. Vous pouvez utiliser des comparateurs d'assurance, il y en a plein, mais moi je vous conseille vraiment d'aller faire des devis un par un et prendre le temps de rappeler des conseillers pour essayer d'avoir des offres plus compétitives. Parce que peut-être que votre offre d'assurance n'est plus adapté à votre situation. Par exemple, si vous possédez un véhicule qui était récent à son achat et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'aller baisser les garanties ou de passer du tout risque à du tiers amélioré. Dans tous les cas, allez vérifier si vous ne pouvez pas optimiser vos coûts d'assurance sur votre véhicule. Et là, on arrive au 4e paquet de mesures qui vont vous permettre de réduire votre facture de carburant. Attention, ça va être des mesures légèrement plus structurantes à mettre en place à moyen terme et qui demandent un peu plus de moyens pour pouvoir arriver à des économies qui seront rentabilisées plus tard. Et pour commencer, on va directement parler pour ceux qui sont en véhicule essence d'installer un boîtier homologué pour passer au carburant éthanol. L'éthanol ou encore le 85, c'est un carburant qui est produit en France, un biocarburant qui est quasiment neutre en CO2 et qui coûte surtout moins cher en station. J'ai connu une époque où l'éthanol coûtait 40 centimes le litre. Aujourd'hui, on tourne plus autour des 80 centimes le litre. Donc la rentabilité d'un boîtier, on y revient juste après, elle devient un peu plus longue à atteindre, c'est plus cher, mais ça vaut toujours le coup face au samplon qui a dépassé les 2 € à certains endroits, à même beaucoup d'endroits. Le coût d'installation d'un boîtier homologué s'étend entre 500 et 1000 € et la rentabilité, selon vos types de trajet et votre fréquence de trajet, se trouvera autour des 1 à 2 années d'utilisation. Il existe aussi des véhicules qui sont compatibles éthanol d'origine à la sortie d'usine, comme la gamme Ford, en ce qui concerne les véhicules encore récents, qui a une gamme complète de véhicules compatibles i85. Alors oui, certains vous diront que vous pouvez aussi mettre un petit peu d'éthanol dans vos véhicules sans boîtier, sans modification. Personnellement, je vous le recommande pas parce que les témoignages vont dans tous les sens. Ça peut très bien se passer pour vous, tout comme ça peut être une catastrophe pour votre moteur. Donc en responsabilité, je vous déconseille de faire ceci. La deuxième possibilité un peu plus structurante et beaucoup plus coûteuse en termes d'investissement, c'est de passer à un véhicule
hybride. Passer à l'hybride, c'est passer sur un véhicule qui consommera beaucoup moins de carburant en ville, en situation urbaine. Le billet d'entrée pour une occasion en hybride tourne autour des 7 500 à 8 000 euros avec les Toyota Prius 2 et 3. Si vous souhaitez un guide d'achat précis et centré sur les véhicules hybrides tout budget, dites-le moi en commentaire, on s'en occupera, quand je dis on, c'est moi, mais on s'en occupera dès que possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, il y a des tas de véhicules hybrides à l'essai, donc je vous invite à aller regarder les essais qui pourraient vous intéresser. Et par exemple, j'ai sorti dernièrement l'essai de la Lexus CT200H, donc une hybride premium qui peut se trouver autour des 10 000 euros, avec laquelle je consomme 5 litres au 100. Donc allez-y, toutes les vidéos sont disponibles, faites-vous plaisir. Et bienvenue. Et on arrive au dernier paquet de mesures. En vrai, c'est qu'une seule mesure, c'est la plus structurante et celle qui vous coûtera certainement le plus d'argent, mais qui sera rapidement très rentable. Et cette mesure, c'est de simplement couper sa dépendance à l'énergie carbure en passant à la voiture électrique. En effet, rouler une voiture électrique au quotidien coûte beaucoup moins cher qu'un véhicule à essence. Et ce, même avant la crise pétrolière. Si vous avez la possibilité de recharger chez vous, vous pouvez avoir une voiture électrique qui vous coûtera 2 à 3 euros les 100 km. Aucune voiture thermique ne peut atteindre ce ratio. Et même si vous n'avez pas de borne à domicile ou vous n'avez pas la possibilité, puisque vous êtes en HLM ou en copropriété en immeuble, il y a des possibilités de pouvoir recharger sur des prises, par exemple McDonald's à 30 centimes le kilowattheure ou Lidl à 30 centimes le kilowattheure aussi, qui vous permettront de charger rapidement à moins de frais. Donc là, vous vous montrez peut-être à 4-5 euros les 100 km. C'est toujours très intéressant. Et dans le cas où vous faites moins de 150 km par jour, la voiture électrique, elle couvre la majorité de vos besoins, sans compter les différentes aides et primes à la conversion dont vous pouvez encore bénéficier en passant à l'électrique. Oui, je sais, il y a des contraintes, mais pour vous donner mon exemple, j'essaie des voitures électriques depuis quelques années maintenant, et ça coûte vraiment moins cher. Là, actuellement, j'ai une Renault 4 qui est garée dehors, qui est en train de recharger tranquillement, avec la clim qui est prête pour que je puisse partir dans le frais. Et ça coûte 4 à 5 euros à recharger complètement pour 400 km. Donc vraiment, en termes de coût d'utilisation, la voiture électrique actuellement, et pour longtemps encore je pense, c'est le meilleur moyen de faire des économies. Alors oui, il y a cette rengaine utilisée par les anti-électriques qui disent que lorsque l'État n'aura plus de taxes à gratter sur le carburant fossile, ils iront sur l'électrique. D'accord, mais en attendant, ça fait 10 ans que certains sont passés à l'électrique et qu'ils ont fait des dizaines de milliers d'euros d'économies sur le carburant qu'ils auraient dépensé en restant sur le thermique. Si vous avez les moyens et la possibilité d'y passer, allez-y. Et oui, je le sais, les voitures électriques ne sont pas forcément accessibles, à part si vous passez sur des occasions électriques. Et j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent comment passer à l'électrique via les occasions, donc je vous les mets dans la description. Et c'est là que je vous invoque, vous, les possesseurs de véhicules électriques qui regardent cette chaîne, vous qui êtes passés à l'électrique depuis 1, 2 ou 3 années, expliquez votre expérience, faites votre témoignage et montrez-nous que ce n'est pas si contraignant que ça. Et surtout, dites-nous les économies que vous avez faites par rapport à ce passage à l'électrique. S'il vous plaît, je compte sur vous et je vous remercie d'avance. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets les liens vers les guides d'achat de voitures électriques d'occasion et vers mon tuto d'éco-conduite hybride. À tout de suite.